Merci à toutes et tous d'être là, de participer à ce webinaire sur l'entrepreneuriat et en particulier donc, sur l'entrepreneuriat étudiant ou l'entrepreneuriat issu de la recherche. Je profite de cette introduction pour remercier en particulier Quentin, Laetitia pour toute l'organisation, ainsi que Sylvie et Miour qui m'ont bien aidé sur toute la logistique, les invitations, la gestion du projet. Je vous informe, comme on vous l'a mis par email, que ces webinaires est filmé. Ça nous permettra de faire une retransmission, un petit replay par la suite sur les réseaux. Et pour faciliter les choses, nous sommes amenés à faire un mute pour fermer tous les micros. Ça sera plus simple pour le fonctionnement, ça évitera des larcènes. Si vous avez des questions à poser au fur et à mesure que vont se dérouler les témoignages des uns et des autres, vous pourrez le faire par chat. Et nous allons relever les différentes thématiques de questions et nous les adresserons plutôt à la fin. Donc, on va faire le déroulé du webinaire. Dans un premier temps, nous allons vous expliquer les dispositifs qui sont en place en matière d'entrepreneuriat à l'ESTACA comme à l'UVSQ. Dans un deuxième temps, nous aurons des témoignages de 3 porteurs de projets. Je vais vous les présenter dans un instant, ainsi que de partenaires incubateurs qui sont là avec nous pour témoigner de ce que c'est que l'écosystème entrepreneurial, le rôle de l'incubateur et autres. Et ensuite, en fonction des questions qui seront remontées par le chat, je réadresserai vos questions, mais plutôt sous forme thématique, auprès des uns et des autres pour pouvoir vous y répondre. Alors, je profite pour remercier de la présence de Stéphane Masson, qui représente l'ESTACA ce soir et qui viendra nous parler du dispositif entrepreneurial à l'école, de Philippe Kécu et de Virginia Branco pour la valorisation de la recherche. Philippe est le vice-président de l'UVSQ et Virginia, directrice de la valorisation de la recherche. Nous avons à bord aujourd'hui de porteurs de projets qui viennent témoigner. Victor Rioli, qui viendra nous parler de son projet Aiguillon au sein de l'ESTACA. Zoé Blanchet, qui parlera de son projet Bonsoir Production au sein de l'UVSQ. Et Ruben Alali, qui viendra nous parler de sa start-up. HD Rain, issu de la recherche et en particulier du laboratoire Latmos de l'UVSQ. Et enfin, Jean-Luc Méraud, qui est directeur général de l'incubateur SkyCube. Et j'attends confirmation si Frédéric Capmas nous a bien rejoint. Sinon, il peut me faire un petit coucou par le chat pour représenter Incube Alliance. Voilà, j'en profite pour tous vous remercier de votre temps et des témoignages que vous apporterez ce soir. Et je vais commencer par vous parler un petit peu du dispositif PEPS, Pépite, qui est un des dispositifs en fait en France phare pour favoriser l'entrepreneuriat étudiant. Nous sommes un certain nombre de partenaires aujourd'hui autour du plateau de Saclay, plus de 16 partenaires qui sont imbriqués dans ce dispositif-là et 15 établissements académiques, dont évidemment ESTACA et UVSQ qui participent activement à tout ce programme. C'est quoi Pépite, ou c'est quoi PEPS en particulier? C'est un réseau unique qui favorise l'entrepreneuriat étudiant post-bac de manière générale, depuis la première année après le bac jusqu'à des étudiants aujourd'hui en master, voire même au-delà, évidemment, et qui sont là pour porter leur projet entrepreneurial, leur idée, la faire maturer, la tester sur le marché, la prototyper et pourquoi pas demain poursuivre vers un incubateur ou un accélérateur pour porter ce projet. D'où la logique un petit peu des témoignages qu'on a souhaité vous apporter ce soir pour vous présenter d'abord ce qui est fait évidemment sur nos campus, nos universités ou nos écoles, les témoignages que vous allez avoir sur les projets qui sont portés par nos entrepreneurs ce soir et puis bien sûr derrière les structures d'accueil et de financement qu'on peut trouver.
Donc, le réseau PEPS, c'est quoi? C'est un certain nombre de choses. Ce sont des formations, bien sûr, dans le cadre du statut national d'étudiant entrepreneur. C'est un statut que vous avez quand vous êtes étudiant entrepreneur et qui peut faciliter certains horaires et notamment la manière de réaliser les stages dans le cadre de vos formations, puisque si évidemment la scolarité est d'accord, vous pouvez faire votre stage notamment sur votre projet entrepreneurial. L'année dernière, moi pour ma part, j'ai eu 2 étudiants entrepreneurs comme ça qui ont réalisé leur stage sur leur projet parce que le sujet de leur entreprise, de leur projet était tout à fait compatible avec la formation. Ce sont des événements, des challenges startup, des conférences, des accompagnements, l'accès à des financements et un certain nombre de partenaires qui rejoignent le réseau. Voilà. Et pour ma part, je suis là pour faciliter l'ensemble de cette mouvance entrepreneuriale étudiante au sein de l'UVSQ et relié évidemment à tout ce qui se fait au niveau de Saclay. Voilà, j'en ai fini. Quelques minutes d'introduction, pas plus. Si vous souhaitez davantage d'informations, évidemment, mon mail apparaît à ce niveau-là, mais vous me trouverez aussi en ligne sur les différentes invitations et je serai ravi de répondre à vos questions si d'aventure l'entrepreneuriat étudiant vous intéresse pour aller plus loin, puisque le prochain comité d'engagement au statut national d'étudiant entrepreneur aura lieu en janvier prochain. Et donc, si vous souhaitez postuler, eh bien, vous avez jusqu'en décembre pour pouvoir effectivement je dirais, postuler à ce comité d'entrepreneurs. D'accord? Je vais passer la parole à Stéphane. Patrick, tu as déjà des questions? Oui, je vois. Ah oui, je peux y répondre au fil de l'eau parce que C'est on lié est à ta directement présentation, sur oui. le truc. Ouais, on est dessus. Le SN2E, on peut continuer en tant que statut national d'étudiant entrepreneur au fil de ses études. Donc, il n'y a pas de limite particulière. La limite, c'est plutôt au-delà du diplôme. D'accord? Au-delà du diplôme, quand vous basculez sur un diplôme universitaire qui s'appelle le diplôme étudiant entrepreneur. Et ça vous permet de rester avec le statut étudiant tout en continuant de maturer votre projet entrepreneurial pendant 1 an, maximum 2 ans. Au-delà de ces 2 ans, normalement, vous avez maturé le projet, vous basculez plutôt auprès de nos partenaires incubateurs pour aller plus loin. D'accord? Et puis le processus d'obtention, comme je vous dis, c'est en ligne hein, sur la page du site de Saclay qui s'appelle étudiant entrepreneur, tout simplement. Et vous avez un lien pour postuler jusqu'en décembre au statut national d'étudiant entrepreneur et pour intégrer le dispositif PEPS en janvier. Et sur tous les campus, tous les projets que l'on accompagne, on regarde surtout la motivation. On ne vous demande pas d'avoir encore un projet mature. Ce n'est pas le but. Le but, c'est justement de vous aider à le maturer et à le mettre en forme. Et donc, on s'attend surtout à ce que vous soyez assidus, motivés pour mener ce projet à bout pendant les prochains mois. D'accord ? Alors non, je reprendrai la question après parce que sinon ça va en faire pas mal. Mais si tu as un cursus entrepreneurial déjà au sein de ton école, il n'est pas nécessaire de passer le D2E, bien sûr que non. Ça peut être très complémentaire. Il y a des DU qui sont très intéressants et qui font quelque chose de très très similaire au D2E. Voilà. J'arrête là, on prendra des questions plutôt thématiques au fil de vos questions et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Je vais céder la parole à Stéphane pour aborder un petit peu ce qui est fait au sein de l'ESTACA et puis on reviendra ensuite à Philippe et Virginia pour nous expliquer l'entrepreneuriat au niveau de la recherche. Stéphane, c'est à toi. Oui, merci Patrick. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, pour ma part, vous l'avez entendu, je représente une école d'ingénieurs qui se prénomme l'ESTACA, que vous avez en fond d'écran. Alors, pour nous situer, on est juste en face de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines. L'ESTACA, c'est une école d'ingénieurs, une vieille dame, malgré tout, qui date de 1925. Et depuis 1925, elle a assisté à un grand nombre d'évolutions dans le domaine des transports, puisque nous couvrons les 4 principales filières de transport. On est parti d'un constat depuis quelques années, c'est que nous avions parmi nos anciens élèves un grand nombre de créateurs, mais aussi de repreneurs, à telle enseigne qu'on s'est dit, mais il faut absolument qu'on se saisisse de ce désir d'entreprendre qui anime notre communauté d'étudiants et de jeunes diplômés. Alors, comme l'a dit à juste titre Patrick, il y a un cadre
hein, un cadre administratif, un cadre qui est encouragé par le ministère de l'Enseignement supérieur, bah, nous aussi, on s'est dit il faut absolument, y compris encadrer, animer, accompagner ce désir d'entreprendre auquel on assiste depuis quelques années dans notre école, si bien qu'on a effectivement dès cette année, donc depuis septembre dernier, nous avons ouvert un dispositif, un processus d'accompagnement que nous avons baptisé Price. Alors, grosso modo, qu'est-ce qu'il faut retenir quand je vous parle de Price? Vous avez à la fois d'un côté un recueil de projets qui peut à la fois venir d'industriels, et ça c'est aussi une des composantes de notre école, nous avons une relation forte avec le milieu de l'industrie, donc on recueille des projets. Alors quand je dis des projets, ça peut être également au stade de l'idée, hein, c'est-à-dire voilà, j'ai une vague idée, j'ai une vague envie et j'ai envie de challenger des étudiants autour de cette idée. C'est naturellement aussi des idées et des projets qu'on va puiser auprès de notre communauté d'enseignants-chercheurs, parce que l'école Estaca a une communauté aujourd'hui de 70 enseignants-chercheurs qui sont aujourd'hui physiquement sur nos 2 campus, à la fois à Saint-Quentin et dans la Mayenne. Et enfin, naturellement, et en tout cas, on l'a aussi constaté, on a aussi des étudiants qui ont eux-mêmes une idée, voire un projet déjà bien avancé. Donc, sur cette base-là, on a déployé tout un programme donc, qui a débuté depuis septembre dernier, un programme d'accompagnement. Donc, on part de l'idée, on aboutit à un projet et ce jusqu'au mois de mai, nous espérons aboutir avec l'équivalent d'un business plan. Voilà. Et tout au long de ce processus, nous mobilisons des ressources. Alors, les ressources, c'est à la fois des ressources internes, en premier lieu. Donc, ça veut dire qu'on a une communauté d'enseignants, de vacataires qui vont effectivement, tout au long de cette année, déployer leur expertise et un regard affûté sur la question de la création. Et puis, naturellement, puisque nous sommes insérés, comme vous l'avez compris, dans un territoire qui est celui de Saint-Quentin, nous invitons également notre communauté de partenaires à l'échelle de Saint-Quentin à nous aider et à nous suggérer de l'expertise. Alors, en premier lieu, naturellement, puisque Jean-Luc Méraud est avec nous ce soir, c'est la relation que nous avons, pratiquement une relation privilégiée avec le SkyCube. Voilà aujourd'hui grossièrement ce que c'est l'entrepreneuriat pour l'Estaca. C'est aussi une manière aussi de répondre aussi à un marché qui, comme vous l'avez compris, qui est complètement bouleversé, celui du marché de la mobilité, puisqu'on voit effectivement, on assiste à l'émergence de solutions de mobilité, et qui dit solution, effectivement, des perspectives pour des étudiants de créer. Et au-delà de créer, c'est de s'engager dans un projet entrepreneurial. Donc voilà, donc on a effectivement ce souci, ce souhait, cet engagement de canaliser ce désir d'entreprendre, d'accompagner, et j'espère, à l'issue de tout ça, de dégager des pépites. Alors on a effectivement aujourd'hui, je pourrais vous citer des références, mais on a dès à présent, depuis quelques années, quelques anciens élèves qui ont créé de toutes pièces des activités qui sont à la fois soit au cœur de notre savoir-faire, qui est celui des transports et mobilité, et puis parfois sur des activités un peu plus connexes. Voilà, et naturellement, comme Patrick, pour ma part, naturellement, je siège au sein du Pépite. Autrement dit, c'est une formidable mise en réseau pour nos établissements. Je pense tout autant à l'UVSQ, à l'Estaca et d'autres écoles de Pépites. C'est une formidable occasion pour les étudiants de rencontrer, de mixer. Voilà, c'est parfois des rencontres totalement inattendues possibles pour un étudiant. Je prends le cas de chez moi, à l'Estaca, des étudiants vont avoir une occasion d'échanger avec des étudiants de Centrale, de l'UVSQ. C'est des rencontres parfois inattendues, des sciences dures, des sciences molles, des sciences de l'ingénieur, des sciences humaines et sociales. Et la somme de tout ça, ça fait de l'innovation. Et puis, la somme de tout ça, ça fait de la création. Voilà. Et ce que je vous dis là, c'est également, on a l'équivalence sur le territoire de Laval, parce que ça, c'est aussi un des principes. C'est une école,
2 établissements. Autrement dit, il n'y a pas de différence entre l'entrepreneuriat traité, accompagné sur le territoire de Saint-Quentin, comme sur celui du territoire de Laval. Autrement dit, c'est aussi notre richesse, entre guillemets, c'est qu'on peut drainer des étudiants qui sont sur le territoire de Laval et de trouver sur le territoire de Saint-Quentin, effectivement, un bouquet à la fois de services et de relations nouvelles. Voilà. Ok, super. Merci Stéphane. Je vais passer la parole à Virginia et Philippe pour nous exposer ce qui est fait au niveau de l'axe de la recherche et de la valorisation des projets entrepreneuriaux tels que vous pouvez les accompagner. Virginia, Philippe, c'est à vous. Je vais peut-être commencer, Virginia, parler de la partie un peu générale et la vision, et puis peut-être sur les outils. Virginia, tu interviendras. Merci Patrick, c'est très motivant de voir qu'aujourd'hui vous êtes beaucoup à suivre ce webinaire. Et donc moi je vais vous parler un petit peu de la vision de côté université. Ce qu'il faut voir, c'est que l'université et ses laboratoires, ils ont quand même pendant longtemps été assez déconnectés du monde de l'entreprise, même parfois en opposition. Et ce qui fait qu'il y a de nombreuses idées de valorisation finalement qui ont été abandonnées ou qui sont parties à l'étranger. Et j'ai moi-même vécu cette expérience en créant une société en tant que chercheur. Et il y a déjà un petit moment, mais du coup, c'était un peu le parcours du combattant. Ça l'est toujours, mais ce n'était pas très, très bien vu à l'époque. Aujourd'hui, il faut admettre que cette vision un peu négative, elle est en forte évolution et que les idées ont complètement changé et aussi les outils sont vraiment nombreux maintenant pour accompagner. Donc, ça c'est plutôt une très bonne évolution. Alors, la valorisation des résultats de la recherche a un fort potentiel, hein, que ce soit sur des applications technologiques, mais il ne faut pas négliger qu'il y a aussi beaucoup de possibilités sur des projets sociaux ou même des projets avec des dimensions humanistes. Hein. Ce n'est pas que des projets d'entreprendre, ce n'est pas que effectivement technologique et financier. Alors, côté laboratoire, même si les mentalités changent, la connaissance quand même du monde de l'entreprise reste assez faible. Mais par contre, ce que l'on voit, c'est qu'avec la réduction de l'emploi public, l'évolution est nécessaire vers une coopération très forte, même pour la recherche, entre le public et le privé. Et aujourd'hui, les frontières, effectivement, entre ce qui est de la recherche pure, académique, et ce qui est de la recherche, entre guillemets, plus appliquée, qui va donner lieu à des applications commerciales et utiles, je dirais, à la vie de tous les jours, elle diminue énormément. Et bien évidemment, on connaît ça et pour la médecine et la pharmacologie, mais en fait, tous les secteurs sont concernés. Mais bien évidemment, chaque secteur a des degrés de maturité un peu différents. Alors, pour la recherche pure, il va y avoir aussi des nouveaux modes de fonctionnement qui vont devoir émerger. Donc, on voit bien qu'il va falloir effectivement que se créent des choses en parallèle pour avancer. Et donc, il y a de nombreuses opportunités et de structures d'accompagnement pour aider à monter des nouveaux projets. Et puis, effectivement, de toute façon, il y a un cadre juridique dans lequel les entrepreneurs et les laboratoires à l'université doivent évoluer et sont accompagnés pour ça. Alors après, reste, c'est vrai, une difficulté, c'est que souvent, on est tout feu, tout flamme, mais c'est vrai qu'il faut avouer qu'il y a une longue marche entre l'idée et le produit final. Donc, c'est là que c'est important d'être accompagné pour avoir les bons tuyaux, les bonnes idées. Et c'est là aussi que, effectivement, probablement, les projets ne s'appuient probablement pas assez et ne s'articulent pas assez avec les laboratoires et les expertises qui existent. Et
souvent, on se trompe hein, dans des projets entrepreneuriales, ça n'est pas limité à la spécialité et au métier qu'on connaît. C'est même souvent la partie la plus facile parce que projet entrepreneurial, voilà, c'est beaucoup de métiers finalement ensemble. Et donc, il est important de se former ou même de s'informer parce que finalement, s'informer sur la partie entrepreneuriale, même si le projet n'est pas immédiat, ça va aider pour la suite. Et il ne faut même pas hésiter, finalement, on le voit, il y a beaucoup de réussite lorsque des projets sont portés par des gens qui ne sont pas spécialistes du projet sur lequel ils sont en termes de métier de base. Hein. Et puis souvent, bon, ça a déjà été dit par Stéphane, c'est vrai que c'est bien aussi de profiter des rencontres, de partir à deux ou à plusieurs avec des expertises très différentes mais complémentaires. Donc, en introduction, moi, je dirais que je suis content effectivement qu'il y a beaucoup de gens qui suivent aujourd'hui parce que je pense qu'il faut effectivement s'informer et s'informer de toutes les aides qu'on peut avoir et pour pouvoir aussi comprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat parce que derrière ce mot-là, il y a souvent beaucoup de tabous, beaucoup de choses qu'on ne comprend pas et auxquelles on se fait une montagne. Donc, bon, voilà une première introduction. Je ne sais pas si Virginia, tu voulais peut-être donner un ou deux éléments sur les outils en pratique qui existent et les programmes qui sont lancés dans le cadre de notre université pour aider les uns et les autres. Oui, juste bonsoir à tous. Juste rapidement, donc bonsoir. Donc, je suis Virginia Branco, je m'occupe de ce qu'on appelle la valorisation de la recherche pour l'université. Alors, qu'est-ce que la valorisation de la recherche? C'est le transfert de la recherche, des résultats de la recherche vers le monde socio-économique. Donc, comme Philippe l'a évoqué, donc on est dans des secteurs très larges. Et les projets voilà, qui sont transférés, ça peut aussi bien être des projets d'innovation sociale comme des projets très techno. Donc, dans le transfert de technologie, donc les organismes publics de recherche ou les universités ont des structures de valorisation, donc qui s'occupent à la fois des relations avec le monde socio-économique, donc les relations partenariales, donc d'établir ce qu'aujourd'hui la recherche se fait beaucoup en réseau et a besoin de beaucoup de financement et de partenariats privés. Et donc, le transfert peut intervenir de différentes façons. Donc, il y a un cadre, donc s'il y a des enseignants-chercheurs, mais je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui assistent, ils peuvent toujours me contacter. Voilà, je pourrais toujours détailler les dispositifs, donc ce n'est pas la peine de s'étendre ici. Mais bon, en tout cas, l'entrepreneuriat, la création d'entreprise est une des voies possibles pour la valorisation, donc pour le transfert de la recherche publique. Donc aujourd'hui, quand un laboratoire obtient un résultat intéressant, pour aller plus loin, donc pour transformer ce résultat en un produit, un bien, un service, donc il faut toute une phase d'accompagnement, de maturation, de développement de ce projet. Et après, il faut une structure pour commercialiser, fabriquer, vendre le bien ou le service. Donc, c'est ça qu'on appelle le transfert. Les enseignants-chercheurs ont la possibilité, de par leur statut, de pouvoir se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Donc, il y a une série de dispositifs, de possibilités, de passerelles entre le public et le privé pour leur permettre de créer ou de participer à la création d'une entreprise qui valorise les résultats de leur recherche. Et donc, il y a un certain nombre aussi de dispositifs, donc, comme pour les étudiants, d'accompagnement à l'entrepreneuriat, donc autour du développement d'un projet entrepreneurial. Donc, il y a le même dispositif et même accompagnement qui existe pour les enseignants-chercheurs au sein de l'université, où on peut les accompagner jusqu'à la création d'entreprises, bien évidemment en partenariat avec tout un écosystème qui est là pour aider au développement des projets, à l'établissement des partenariats nécessaires à chaque phase, jusqu'à la création. Et une fois qu'il est créé, il y a aussi l'incubateur, les accélérateurs, voilà, tous ces dispositifs à la fois d'accompagnement, d'expertise et de financement
qui interviennent. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'aide, d'aide et de mesures incitatives au niveau national. Et un des programmes, donc Patrick on n'a pas parlé, mais voilà, qu'on est en train d'expérimenter à l'université depuis maintenant 1 an, c'est de faire le lien entre la partie formation, entrepreneuriat étudiant et la partie recherche, innovation qui existe dans les laboratoires et de développer des programmes, des projets en commun auxquels on associe des étudiants et des chercheurs, donc chacun avec ses compétences et ses expertises. Voilà, donc j'arrête pour ne pas m'étendre autour. Donc de toute façon, si vous avez des questions plus précises sur la partie entrepreneuriat chercheur, vous n'hésitez pas à prendre contact avec moi au sein de l'université. Merci Virginia. Je réponds vite et puis n'hésite pas à me compléter sur la complémentarité entre Pépite et la SAT. La question est posée comme ça, c'est un peu ce que tu viens de dire. Ce n'est pas opposé, c'est très complémentaire. On regardera toujours ce qui est mieux pour le porteur de projet. Alors parfois, il vaut mieux qu'il reste au sein du dispositif que tu pourras mettre en place à ses côtés et avec l'aide de la SAT et autres. Parfois, on pourra jongler aussi avec Pépite, mais en général, il y a déjà un beau dispositif quand on est chercheur pour pouvoir être accompagné, n'est-ce pas? Oui, la SAT, attention, la SAT, c'est les projets chercheurs. Oui. Il y a des programmes pour les jeunes docteurs, donc il y a un programme qu'on a lancé il n'y a pas très longtemps, notamment en sortie de thèse, mais c'est essentiellement un dispositif qui adresse aux résultats qui sont issus des laboratoires, donc portés par des chercheurs et des enseignants-chercheurs ou des doctorants. Nickel. Alors, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Victor, qui est notre premier témoignage de porteur de projet ce soir. Victor, si tu veux prendre la main et puis te présenter ainsi que ton équipe et puis ton projet Aiguillon. C'est à toi. Bonjour à tous. Du coup, mon nom c'est Victor Rioli. Donc, j'étais étudiant à l'Estaca pendant 5 ans. J'étais étudiant dans le domaine du ferroviaire. Et globalement, j'ai créé un projet d'aiguillage qui s'appelle Aiguillon. Et je l'ai fait justement grâce au Pépite Peps, ce qui nous a permis avec un collaborateur, avec mon associé, Quentin Gag, qui ne peut pas être présent, mais qui lui aussi est ingénieur à l'Estaca. Tous les deux, nous avons pu profiter du Pépite pour créer notre entreprise. Et donc, en fait, pour arriver à ça, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait notre stage de 5e année, donc notre dernier stage qui a été de 6 mois. Nous l'avons fait dans notre propre entreprise, du coup. Et nous avons travaillé sur notre projet, qui est un projet qui est majoritairement technologique, mais je vais vous le présenter juste après. Donc, voilà un peu comment on a créé le projet. Et je vais vous partager les slides, évidemment, je ne trouve plus. Voilà. C'est bon. Donc, voilà. Aiguillon. Donc, du coup, mon entreprise qui est en création s'appelle Aiguillon. Et je vais d'abord vous expliquer un peu la genèse du projet, pourquoi est-ce qu'on a eu cette idée-là. Ce qu'il faut savoir, c'est comment fonctionnent les aiguillages traditionnels aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que sur une voie ferrée, je pense que vous avez déjà tous pris le train, bien sûr, sur une voie ferrée, lorsque le train roule dessus, il y a 2 voies qui sont faites de rails. Et ces rails, en fait, c'est un chemin que ne peut pas quitter le train. Donc, si on veut faire changer le chemin d'un train et lui faire prendre une nouvelle voie avec de nouveaux rails, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un aiguillage. Donc, en fait, simplement une petite partie mécanique qui va venir, en fait, se déplacer et diriger le train vers la direction choisie. Donc, cette technologie, c'est une technologie qui a été éprouvée et validée depuis quasiment le début du ferroviaire. Mais il faut savoir qu'elle a quand même quelques problèmes.
Premièrement, il faut voir que c'est un objet qui est quand même qui est coûteux en maintenance parce que c'est un objet qui a des frottements mécaniques. Donc, il va y avoir de l'usure et il va se fatiguer. Les pannes également sont des pannes qui peuvent être assez fréquentes pour des choses assez débiles, des choses assez stupides. Et pour ça, je peux que simplement vous rappeler votre expérience de voyageur dans les trains où vous avez parfois sur Twitter, la ligne N par exemple, qui a dit récemment qu'un aiguillage était en panne à hauteur d'une certaine gare. Il y avait plusieurs gares qui n'étaient pas disponibles à cause de cet aiguillage-là. Donc, avec des petites pannes qui peuvent être dues, alors soit de l'usure mécanique, soit des choses très bêtes comme un caillou qui vient se loger dans l'aiguillage, on se retrouve avec un aiguillage en panne. Et vu que c'est un élément qui est structurel et dans le réseau ferroviaire et qui est extrêmement important, une panne d'aiguillage, c'est extrêmement grave. Donc, c'est un objet qui est dans le système ferroviaire extrêmement important. Il faut savoir aussi que l'aiguillage, il prend du temps à se déplacer. On vérifie que tout est bien pour assurer la sécurité. Parce que si on ne vérifiait pas ça, on pourra avoir des déraillements. Et là, par contre, c'est la catastrophe absolue. Du coup, avec Quentin, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça? Et c'est une idée qui est venue d'un projet précédent que nous avions de création de notre entreprise qui était un peu différent. Et en fait, dans notre idée, nous disions, est-ce que ce serait possible de faire un nouveau modèle de train, une nouvelle façon de se déplacer, où on aurait des petites navettes qui, comme sur la route, pourraient se séparer facilement et pourraient se retrouver facilement sur des lignes rapides, un peu comme quand vous prenez une aire quand vous êtes sur l'autoroute et que vous prenez une sortie d'autoroute. Ce projet-là, bon, je vais pas élaborer dessus, mais ce projet-là nous a fait réfléchir que pour arriver à avoir des trains qui se déplaçaient comme des voitures et donc qui ont une forte capacité de déplacement, qui sont plus modulables que ce qu'on est capable de faire sur les trains, on était obligé d'avoir un nouveau type d'aiguillage et un aiguillage qui n'est pas comme le présent, un aiguillage qui n'a pas de mouvement. Là, comme je vous le disais précédemment, l'aiguillage actuel, en fait, c'est un aiguillage qui se déplace pour diriger le train. Donc, on s'est rendu compte que notre idée en fait a été applicable au ferroviaire actuel, qu'on pouvait en fait créer un nouveau type d'aiguillage qui serait un aiguillage sans mouvement. Donc, cet aiguillage sans mouvement, c'est ce qu'on a appelé pour l'instant aiguillon. Et c'est un aiguillage du coup qui n'a plus cette petite partie mobile. C'est un aiguillage qui est avec les pointes ici que vous voyez en rouge. Excusez-moi, je reviens à l'arrière. Mais les parties en rouge que vous voyez sur l'aiguillage qui sont ici immobiles, alors que sur l'aiguillage actuel, ce sont des parties mobiles. Et en fait, ce qu'on va venir faire, c'est pour diriger le train, au lieu d'avoir un déplacement mécanique, on va utiliser des électroaimants. Donc en gros, des électroaimants, pour ceux qui ne connaissent pas, simplement des aimants qui sont alimentés électriquement. Et cet aiguillage, ce qui est très intéressant, ce qui est extraordinaire avec ça, c'est que c'est un aiguillage qui est plus fiable, qui est plus rapide et qui est moins cher que ce qui se fait actuellement. Et quelque chose qu'il faut voir un peu plus loin, en fait, que simplement un aiguillage qui est plus fiable et moins cher. Il faut aussi voir qu'avec ça, on serait capable, très concrètement, en fait, de diminuer le temps d'attente que vous avez sur votre ligne de métro. Donc, quand vous attendez, par exemple, sur la ligne 14 et que vous avez 2 minutes à attendre, avec aiguillon, on est capable de descendre à 1 minute d'attente entre chaque train. Donc ça, globalement, c'est plus de confort dans le voyage, c'est une augmentation du trafic dans toutes les lignes ferroviaires, et je pense que c'est un élément qui est nécessaire à l'évolution du transport ferroviaire tel qu'on le voit aujourd'hui. Alors, ce qui est aussi très bien, c'est que pour l'instant, on se focalise principalement sur les métros. Et l'avantage, c'est qu'on peut s'adapter à tous les types de métros. Donc, vous avez déjà remarqué, par exemple, sur la ligne 1, qui était une ligne qui marchait sur des pneus, eh bien, notre aiguillage aiguillon s'applique aussi sur cette ligne de métro. La technologie nous permet de faire un aiguillon fait pour ces métros en pneus. Et on peut le faire aussi pour les métros en fer traditionnels ou les métros d'aéroport ou par exemple le métro de Toulouse, s'il y a certains qui y sont déjà allés, par exemple. Je prends des exemples. Et donc notre projet, globalement, c'est un projet du coup très technique
et qui va nous demander, par exemple, quelque chose qu'on est déjà en train de faire, le dépôt d'un brevet, de nombreux essais pour valider que c'est un système qui est sécuritaire, parce qu'il ne faut quand même pas que le système tombe en panne en pleine utilisation. Donc, on est en train de lancer le projet. Donc, voilà à peu près tout ce que j'ai à dire dessus. Et voilà. Parle-nous un peu de ton histoire, de cette aventure entrepreneuriale en binôme. C'est intéressant aussi, ce parcours. Alors, je vais revenir un peu en arrière, parce que c'est une... voilà. C'est, ça remonte à très longtemps, en fait. Enfin, pas très très longtemps, mais ça remonte il y a 2 ans. Et on avait un projet différent avec Quentin, qui était en fait, j'en avais parlé un peu avant, mais je vais passer un peu vite, qui était de créer un nouveau type de transport. Parce qu'en tant qu'étudiant ferroviaire, on se dit toujours, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux que le TGV, est-ce qu'on pourrait faire mieux que ce qui se fait aujourd'hui. Et donc notre idée, c'était de faire des petites navettes de train sur coussin d'air et qui en fait vous prendrait, vous passagers, et vous mènerait d'un point A à un point B sans avoir des arrêts par les gares intermédiaires comme on a aujourd'hui sur un train. Et on s'est rendu compte, du coup, comme je disais, en fait, vraiment que pour arriver à faire ça, le seul moyen qu'on ait d'arriver à une telle solution pour le confort du voyageur, c'était d'avoir un aiguillage spécial. Bon, le projet d'un nouveau type de transport sur coussin d'air est ultra rapide, étant donné que c'est un projet assez ambitieux, voire beaucoup trop ambitieux, on l'a assez vite abandonné en voyant la réalité. Mais surtout, en fait, on s'est remis en fait sur vraiment qu'est-ce qu'on apportait, notre valeur ajoutée. Parce que nous, on ne sait pas faire des coussins d'air en tant qu'ingénieur ferroviaire, on ne sait pas faire de la création, enfin de la gestion de ligne, on sait pas, il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire pour créer une ligne ferroviaire. Par contre, un aiguillage, ça on sait faire. Et on se rendait vraiment compte que ce qu'on apportait le plus, la chose nouvelle par rapport aux projets précédents qui ont déjà existé de train sur coussin d'air, c'était vraiment l'aiguillage. Donc, on a travaillé avec du coup un professeur, avec Stéphane Masson et aussi avec Olivier Trimondo. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait se focaliser sur notre aiguillage, notre vraie valeur ajoutée. Et donc à partir de ce moment-là, le projet a complètement changé et passé juste sur la création d'un nouvel aiguillage. Et donc là, c'était plus un projet technique de valider, premièrement, est-ce qu'on est capable de faire un aiguillage de cet aiguillage-là. On l'a testé, on a fait un banc d'essai pendant notre stage, justement. On a profité de ce stage-là pour fabriquer un banc d'essai. Et ça, c'était simplement la partie technique, par exemple, parce qu'on est aussi en train de breveter le projet. Mais il y a toute une partie de création d'entreprise, donc qui va être de voir combien est-ce que ça va coûter à RATP pour voir si c'est pas un projet qui est astronomiquement cher et qui, en fait, pour les gains qu'on va apporter aux clients, est-ce que ces clients seront forcément intéressés en voyant que le projet est suffisamment au niveau de la rentabilité pour eux, et il y a une rentabilité suffisamment grande. Alors ça, globalement, pour l'instant, on a déjà quand même commencé à regarder, je vous rassure, hein, on ne s'est pas lancé à fond dans notre projet sans savoir ça. Donc globalement, pour l'instant, ce qu'on pense, et on a des certitudes, enfin presque certitudes là-dessus, c'est que notre projet est viable économiquement et techniquement. Donc vraiment, voilà, c'est le début de notre création d'entreprise. C'est quand même beaucoup de responsabilités qu'on se donne à nous-mêmes, mais ça nous apprend beaucoup, beaucoup plus que si jamais on avait des cours, je pense, parce que justement, on est amené, en faisant cet entrepreneuriat, on travaille pour nous vraiment, on ne travaille pas pour quelqu'un d'autre. Donc, chaque chose qu'on fait, en fait, va nous servir à nous en tant qu'entrepreneurs. Donc, on fait très attention, on découvre pas mal de choses. Et puis, faut se dire aussi, on se dit aussi quelque chose, même si je ne l'espère pas, si notre projet ne marchait pas, on s'est dit, comment dire, voilà, on se dit que si notre projet échoue, c'est pas grave, parce que c'est quand même un apport énorme qu'on a personnellement, cette création d'entreprise. C'est un apport suffisant. D'accord, super. Ben, moi, ce que j'entends, et je pense que tout le monde a entendu, c'est surtout cette logique du pourquoi pas. Plutôt que de se poser la question pourquoi, c'est aussi pourquoi pas, et vous avez tenté l'aventure, et ça, c'est formidable comme témoignage.
D'ailleurs, ça commence, je vois dans certaines questions, il y en a qui demandent si tu vas recruter dans l'avenir d'autres associés. Je crois que tu as convaincu différentes personnes déjà dans l'Assemblée. Non, mais justement, par rapport à ça, là, on ne sait pas trop pour l'instant, mais on est en fait, on a des compétences qui sont des compétences plus vraiment techniques. On est deux ingénieurs, même si on essaie d'apprendre d'autres choses. Mais la création d'entreprise et la gestion, pour l'instant, on apprend un peu sur le tas. Donc, on est en train de se questionner par rapport à qu'est-ce qu'on va faire de notre entreprise là-dessus. Mais les questions d'avoir des nouveaux associés ou on n'a pas encore d'incubateur, par exemple, enfin, c'est des questions qu'on se pose et qu'on est vraiment enfermé à rien. Donc, de toute façon, le projet est encore assez jeune. Il y a deux questions pratico-pratiques. Lors de ton stage, est-ce que l'entreprise était déjà créée ou est-ce que c'était devant vous? Et puis, pendant le stage, est-ce que vous avez eu accès à un financement? Alors, pendant le stage, non, l'entreprise n'était pas créée. Enfin, justement, on vient de la créer. Donc, notre stage s'est fini il y a 3-4 mois. Donc, ça fait quand même un moment. Et au niveau des financements, non, non. En fait, vu que notre projet était vraiment balbutiant, on a commencé d'abord par essayer de le valider techniquement. Avant, en fait, on pense que ça ne servait à rien. Et je pense on avait raison de vraiment chercher des financements alors que notre projet, vu qu'il se base sur vraiment une validation technologique, il fallait au moins prouver que notre idée marche avant de... Et là-dessus, j'y repense, mais je tiens quand même à préciser que justement, la validation de ce projet, en fait, on l'a fait dans l'Estaca. On est allé travailler dans le Fab Lab de l'Estaca pour fabriquer notre banc d'essai qui a permis de valider notre projet. Mais on a profité du coup du Fab Lab de l'Estaca et du matériel qu'il y avait à l'Estaca. Donc ça, c'est quelque chose quand même, un gros apport qu'il y a. On n'y pense pas forcément, mais c'est du matériel qu'on aurait dû acheter autrement. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Super. Merci pour les précisions. Écoute, merci beaucoup, Victor. S'il y a d'autres questions, on se les notera en cours de route et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais tu as déjà répondu à 2-3 questions là en cours de route. Super. Je propose de passer la parole à Zoé, qui va nous parler de son projet Bonsoir Production, qui va apporter en plus une petite touche d'originalité. Vous allez voir tout de suite. Zoé, c'est à toi. Je vais mettre, alors j'ai pas fait de diapo, mais j'ai une slide, ce qui est déjà pas mal. Alors, normalement, vous êtes toujours sur la slide, a priori, c'est ça? Oui. Oui, on voit bien la slide là. Alors, du coup, moi, pour ma part, je vais vous parler d'un projet de société d'accompagnement d'artistes, musiciens et humoristes. Donc, on n'est pas du tout dans le même domaine. Mais justement, c'est intéressant, je trouve, de vous en parler. Alors, j'espère que je vais être claire. C'est la première fois que je parle vraiment de l'entreprise, donc si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions, on ajustera le tir. Mais bon, avant de vous commencer par vous parler de l'entreprise, je vais vous parler un peu de mon parcours pour que vous compreniez un peu comment j'en suis arrivée à un projet aussi atypique. Alors moi, je m'appelle Zoé, j'ai 20 ans, j'ai grandi dans des salles de spectacle grâce à mon père qui en fait est directeur de structures culturelles et de salles de spectacle notamment. Donc j'ai rapidement développé une passion pour tout le secteur culturel et encore plus spécifiquement pour le spectacle vivant, la musique et l'humour. Au niveau du parcours universitaire, j'ai fait un DUT communication à Bordeaux. Après, j'ai fait une licence pro valorisation de la création artistique à Issoudun. Donc à la base, je suis vraiment plutôt issue même totalement issue d'un parcours professionnel. Et j'ai décidé de continuer quand même les études en master. Donc là, je suis en master projet culturel internationaux à l'UVSQ, en master 1. Et en parallèle de mes études, j'ai toujours beaucoup travaillé dans des salles de spectacle. D'abord bénévolement et ensuite maintenant en tant que vacataire. Je suis intéressée par toutes les disciplines, mais je me suis quand même plus spécialisée dans la musique et dans l'humour. Je travaille dans des festivals d'humour, dans des cafés-théâtres, des salles de rock et tout ça. Bon, en ce moment, je ne travaille plus beaucoup, du coup, avec le confinement et la fermeture du secteur culturel et de bien d'autres. Mais bon, j'ai bon espoir quand même. Et à côté de ça, j'ai fait de nombreux stages aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que c'est ces stages-là qui m'ont permis de découvrir les sociétés de production et de diffusion. Donc, pour ceux qui ne seraient pas hyper familiers avec ça, en fait, les sociétés de production et de diffusion, c'est
les entreprises qui s'occupent du développement de la carrière des artistes. Donc, ça englobe toutes les étapes, en fait, la production de l'album, la tournée, la promotion, la communication, enfin vraiment tout ce qu'il y a autour d'un artiste. C'est un peu les travailleurs de l'ombre. Et donc, j'ai fait un stage avec F2F Musique à Paris, qui est une agence spécialisée dans la musique et dans l'humour. Et plus récemment, j'étais en stage avec le groupe de musique Trio. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est l'hymne de nos campagnes et désolé pour hier soir. Je pense que vous devez au moins l'avoir entendu une fois. Et donc là, je m'occupais de l'organisation du concert à Bercy, qui a été annulé, mais qu'on a quand même organisé. Et donc voilà, et ça, c'était le petit point sur mon parcours. Donc maintenant, moi, s'il y a bien une chose dont je suis sûre, c'est que je veux travailler dans le secteur culturel et favoriser le développement artistique pour permettre à des artistes émergents de se développer. Donc c'est à ce moment-là qu'on arrive à Bonsoir Production, qui en fait est un projet de création de structure pour favoriser l'émergence artistique, pour favoriser l'émergence de nouvelles formes d'art, en aidant des jeunes artistes à développer leur carrière. Donc, comme vous pouvez vous en douter, Bonsoir Production, ce sera une structure qui sera extrêmement polyvalente, bon, du moins je l'espère, qui englobera tout ce dont je vous parlais tout à l'heure, les fonctions de production, de diffusion, d'édition, de communication, enfin vraiment tout l'ensemble, enfin tout le secteur culturel lié à un artiste. C'est un projet qui est ses tout débuts. Tout reste aujourd'hui encore à construire. Et en plus, alors on peut penser que c'est un projet qui n'est pas du tout adapté à la crise actuelle, ce qui est vrai, mais en même temps, c'est plutôt je ne vais pas aller jusqu'à dire avantage non plus, mais c'est quand même, ça me permet de faire un travail de fond et de créer la structure avant d'aller démarcher les salles de spectacle. Donc c'est aussi une période qui peut être intéressante pour faire un travail de fond. Donc, au niveau de l'état des lieux, à l'heure actuelle, comme je disais, c'est une structure qui en est à ses tout débuts. J'ai un nom de structure. Alors, ça peut paraître assez anecdotique, mais ça a mis vraiment très, très, très longtemps avant de trouver le nom. Donc, maintenant, je l'ai. J'ai un logo que vous pouvez voir sur la slide avec une identité graphique qui est à peu près définie maintenant. Un site internet qui est en construction. Et surtout, je pense le plus important, c'est que je dispose d'une première artiste à accompagner. C'est une jeune artiste, auteure, compositrice, interprète, qui écrit des textes en français qui sont plutôt influencés folk pop. Alors je dis artiste parce qu'elle était en solo quand je l'ai rencontrée à l'origine, mais maintenant, depuis 2019, elle est accompagnée par 2 musiciens, un percussionniste et un guitariste, et ils forment ensemble un groupe qui s'appelle Alex and Jack pour l'instant. Ça, c'est encore quelque chose qui va très certainement évoluer à l'avenir. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer, enfin j'espère en tout cas. C'est un groupe en qui je crois beaucoup, heureusement d'ailleurs, et qui, comme Bonsoir Production, on est à ses tout débuts. Donc actuellement, il y a le plus gros reste à venir. Là, je pense que la prochaine étape, ce sera janvier, où je vais créer l'auto-entreprise officiellement. J'attends janvier pour plein de raisons. Ça semble plus logique d'attendre le début d'année pour créer l'entreprise, enfin l'auto-entreprise. Pour l'instant, je reste avec ce statut-là parce que je pense que c'est le plus simple. On verra après comment la structure va évoluer. Il faudra aussi que je signe un contrat avec le groupe. Et ça va être la partie un peu plus compliquée. Il va falloir que je trouve quelqu'un pour m'accompagner, quelqu'un du métier, idéalement, parce que c'est assez touchy, un contrat quand même. Et il y a plein de clauses à mettre. Donc, vraiment, ça va être la partie importante où il va être important de se faire accompagner, en tout cas. Et à côté de ça, il va aussi falloir que je demande la licence d'entrepreneur du spectacle auprès du ministère de la Culture. Parce qu'en fait, sans cette licence, je ne pourrais pas signer de contrat entre les artistes et les salles de spectacle ou les festivals. Donc, c'est quand même assez essentiel que je l'obtienne, sinon le projet a peu de sens. Et une fois que tout sera fait, que le site internet sera terminé, on pourra quand même considérer que le gros du travail de fond, en tout cas la partie juridique, aura été bien faite et on pourra commencer vraiment à parler de la partie plus artistique. Justement, au niveau artistique, la première étape, ça va être de finir d'enregistrer l'album du groupe, qui a commencé cette année, mais qui a été mis quand même en stand-by avec la fermeture du secteur, avec le Covid et tout ça. Et une fois que l'album sera prêt, il conviendra de le mettre sur les différentes plateformes de streaming. Donc là, c'est plutôt un travail d'édition et de promotion, évidemment, faire sortir l'album. Pourquoi pas développer du merchandising, ça pourrait être rigolo. Pour ça, il faudrait qu'il y ait un nom définitif, mais en tout cas, ce serait intéressant. Et il faudra aussi établir tout un
toute une série de supports de communication et de supports de travail solides. Je pense notamment à des photos d'artistes qui est quand même la base pour promouvoir des artistes ou un spectacle, mais aussi la réalisation de documents techniques. Donc ça va du plus simple aux fiches techniques, des riders et tout ça. Ce qui permettra aussi au groupe de gagner en professionnalisation et d'avoir une image justement plus pro auprès du secteur culturel. J'aimerais bien aussi, dès que la situation va se débloquer, faire tout un travail de booking et de développement. Donc ça va passer déjà par inscrire le groupe dans les tremplins artistiques, les faire entrer dans les réseaux professionnels, comme par exemple, je pense que les réseaux les plus importants actuellement, c'est les Inuits du Printemps de Bourges pour les artistes émergents, et le Mégaphone Tour, qui est un peu moins connu, mais qui est intéressant aussi. Et donc l'objectif, ce sera de faire connaître les artistes, de les aider à se faire accompagner aussi professionnellement pour qu'ils puissent gagner en confiance et en professionnalisme. Donc voilà, je pense qu'à partir du moment où on aura fait tout ça, le groupe sera vraiment prêt, le projet sera prêt à être porté et à être défendu auprès des salles de spectacle et des festivals. Et juste pour finir, après, moi, de mon côté, avec Bonsoir Production, il va falloir faire en fait quasiment le même travail de réseau pour entrer dans les réseaux professionnels, pour faire en sorte que la structure gagne en crédibilité auprès des pros. Donc ça va être pareil, ça va être aller dans des rendez-vous professionnels comme le BIS à Nantes, le MAMA en région parisienne et tout ça. Et aussi, ça c'est un travail qui est constant et que tout professionnel du secteur doit faire. C'est un travail de veille artistique et de prospection pour voir ce qui se fait, comment la musique évolue, et pour découvrir les nouveaux artistes à développer. Voilà, moi j'aimerais vraiment après m'ouvrir vers d'autres esthétiques, passer à l'humour aussi, avoir une double étiquette au sein de l'agence. C'est quelque chose qui se fait beaucoup en ce moment. De toute façon, les agences elles ont plusieurs volets maintenant. En général, c'est souvent musique, humour, mais il y a aussi de la danse. Après, moi, je vais me contenter de musique, humour, je pense, pour l'instant. Donc voilà. Mais il reste pas mal de choses à faire, mais c'est en bonne voie. Super. Merci beaucoup, Zoé. J'ai noté deux questions, deux typologies de questions là, qui sont remontées en cours de route. Une question un peu plus globale, c'est comment tu concilies tes études, ton projet. Alors j'imagine une question au sens large, ta vie universitaire, ta vie dans le projet, ta vie privée, comment on gère tout cet équilibre-là. Et puis une deuxième question, ou d'autres questions, est-ce que tu as déposé le logo, le nom de domaine, enfin voilà, des petites choses un peu complémentaires par rapport à ce que tu as présenté. Pour répondre à la première question, comment on concilie tout ça? Alors déjà, je ne sais pas si je le concilie vraiment encore actuellement, parce que c'est vraiment une structure qui est à ses tout débuts. Donc ça ne pose pas vraiment de problème. Là, comme je le disais, là, je vais créer l'auto-entreprise en janvier. Donc en fait, pour l'instant, je suis un peu bloquée. Et puis là, le contexte fait que ça reste bloqué, mais ça avance. Ça permet de réfléchir au projet et de voir ça. Après, je pense qu'une fois que la structure sera créée et qu'on pourra rejouer les spectacles, c'est là où la question va plus se poser de concilier. Et je pense qu'en se débrouillant bien, ça doit le faire. Et après, les autres questions, je me souviens. Logo, alors au sens large, le logo, le nom, etc. Alors le nom, là, c'est la prochaine étape aussi. J'en ai pas parlé, mais j'ai regardé déjà, il est disponible. Donc ça, c'est quand même, c'est aussi pour ça que ça a été aussi compliqué de trouver un nom. C'est parce que il y a vraiment beaucoup de sociétés de production et même d'entreprises en général. Donc trouver un nom qui est disponible, c'est assez compliqué. Donc Bonsoir Production, étonnamment, aussi simple qu'il puisse paraître, est disponible. Et donc la prochaine étape, ça va être de le déposer à l'INPI. Et le logo, je ne me suis pas encore vraiment posé la question pour le logo. Je ne sais pas si c'est le logo définitif encore, mais en tout cas, c'est un logo qui me plaît bien pour l'instant. Donc voilà, c'est un ami qui est dans le graphisme qui me l'a fait comme souvent au début, je pense. Et c'est aussi lui d'ailleurs qui a fait le site internet. Super. Merci pour ces éléments complémentaires.
Et puis pour ta fraîcheur, et puis d'avoir apporté ce témoignage, c'est sympa parce que suite à ton accord, ça me permettait aussi de montrer à tout le monde qu'il y a plein de sujets dans l'entrepreneuriat. C'est avant tout vos sujets à vous, les porteurs de projets. Je réponds en même temps à une des questions très rapidement avant de passer la parole à Ruben. Il y a des questions sur est-ce que je peux faire mon stage ou pas, je suis porteur de projet, je peux le faire dessus ou pas. Il faut que votre sujet de projet soit compatible avec le sujet de vos études, évidemment. Sinon, la scolarité va vous dire, bah non, attends, tu fais un master en gestion, c'est compliqué d'aller faire un projet ou dans le textile ou dans la cosmétique, c'est parfois compliqué. Ça peut le faire. J'ai eu des étudiants l'année dernière, qui ont pu faire effectivement leur stage sur leur projet, effectivement, mais parce que c'était compatible. Et le rapport qui allait sortir derrière était compatible avec le sujet des études lui-même. Donc attention à ce point-là, sinon évidemment ça se fait. Voilà, pour répondre juste sur cet aspect-là. Après, je reviendrai sur les autres questions par la suite. Merci Zoé. Et puis, je vais passer la parole à Ruben pour nous apporter son témoignage sur son aventure HD Rain. Ruben, tu prends la main? Yes, merci pour l'invitation. Et puis, c'est avec plaisir que je vais vous parler de ce qu'on fait avec HD Rain, qui est une startup qui a maintenant 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Donc c'est une aventure qui a commencé même il y a encore plus longtemps que ça, puisque c'était lors de ma thèse que j'ai réalisée au sein du LATMOS, donc laboratoire atmosphère milieu observation spatiale. Donc c'était entre 2013 et 2016 cette thèse, et pendant cette thèse j'ai rencontré le deuxième cofondateur de l'entreprise, HD Rain, qui réalisait son doctorat sur un sujet qui a été une base de la technologie qu'on a ensuite développée. Je vous fais un partage d'écran et j'ai préparé quelques petites slides. Alors, hop, je vous bascule sur le côté, je mets en mode lecture. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la mesure et de la prévision météo à très haute définition, basée donc sur une technologie qui a été développée pendant des thèses de doctorat. Si on regarde un petit peu où est-ce qu'on en était, ou quel est un peu l'historique qui est derrière l'entreprise. Donc, on a des techniques de mesure et du prototypage qui ont été développées entre 2011 et 2013 au sein du laboratoire dont j'ai déjà parlé, qui sont ensuite les encadrants de thèse de François. Ensuite, en 2013 et 2014, lors de son stage de fin d'études, François a fait de la restitution de cartes de précipitation encadrées par Laurent Barthès et Cécile Mallet au LATMOS. Puis, il est allé du coup sur sa première année, puis sa thèse entre 2013 et 2016 avec du coup des extensions, des applications et donc un travail de fond qui a été publié. Et c'est un point qui est important. Entre 2016 et 2018, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on avait déjà évoqué l'idée de créer une entreprise. On s'était renseigné sur le sujet. On avait participé grâce à l'Université Paris-Saclay à la première édition de Vivatech et ça avait un peu confirmé notre envie de faire ça, mais on s'était dit qu'en fin de thèse, on n'avait pas forcément les armes et comme tout avait été publié, on n'était pas dans un circuit un peu classique d'une valorisation à travers la SAT Paris-Saclay par exemple. On est tous les deux partis travailler à Toulouse et ça a été une bonne chose puisqu'au sein d'un événement toulousain, on a rencontré le troisième associé qui a fait tout un travail de miniaturisation et de passage à l'échelle de la partie électronique qui nous sert. Je vais vous montrer ensuite ce qu'on fait. Et en 2018, donc nous on travaillait chez Météo France. En 2018, François et moi sommes partis de Météo France et on a monté l'entreprise qui existe maintenant depuis 2 ans et demi et qui a réalisé du chiffre d'affaires en 2020 et maintenant on est 6 personnes dans l'équipe. On continue des collaborations avec le laboratoire, avec d'autres laboratoires également. Je suis ravi de voir que Philippe est là, puisque c'était le directeur du LATMOS quand on était en thèse, et c'est aussi lui qui nous a encouragés et poussés à ces moments-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je passe une slide, voilà. Donc, déjà, j'ai envie de dire, maintenant, on est passé de 2 personnes avec une idée et un sujet de thèse et une thèse publiée, à une équipe de 6 personnes avec ce que je vais vous montrer ensuite, quelque chose qui ressemble plus à un produit.
On a eu une traversée de ce que je vais appeler la vallée de la mort entre le laboratoire et la mise sur le marché d'un produit. C'est des étapes qui sont longues, c'est passionnant, c'est génial à faire. Il faut avoir beaucoup de résilience et beaucoup de courage pour le faire, et tout le monde n'est pas forcément prêt pour tous les sacrifices. J'essaye pas du tout de décourager quiconque de se lancer, je veux juste être franc et honnête parce que, surtout dans les circonstances actuelles, voilà, je pense que personne ne prévoit un Covid dans un business plan, et pourtant ça peut arriver, et en général, quand ça arrive, ben, il faut s'accrocher parce que la secousse, elle peut être turbulente, on va dire. Ça s'est bien passé pour nous sur l'année 2020. En tout cas, on a réussi à bien résister, et je suis très content et très fier d'avoir réussi à monter l'équipe, d'avoir du coup 6 personnes dans cette équipe qui travaillent tous les jours avec moi, donc 5 personnes autour de moi qui travaillent sur les sujets. Donc, je vais vous expliquer ce qu'on fait. Quel est le constat? Donc, à ce jour, on a une mesure et une prévision météo, et plus particulièrement de la pluie, qui reste un luxe. Quand on veut mesurer la pluie, on a plusieurs choix, soit des instruments qui sont déployés sur le terrain, soit des énormes radars météorologiques qui vont coûter plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions d'euros. On a des conséquences économiques qui sont plutôt majeures, et une grande partie du territoire français qui est exposé au risque d'inondation, avec beaucoup de gens qui sont exposés au risque d'inondation éclair. Si on dézoome et qu'on regarde au niveau de l'international, c'est encore pire, puisque là, à l'international, on n'a même pas une possibilité d'aller mesurer ou prévoir les précipitations. Donc là, on va être dans des pays en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, où il n'y a strictement aucun moyen de mesure, donc pas de moyen de mesure, pas de moyen de prévision. Partant de là, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on serait en capacité de fournir des mesures et des prévisions météo à très haute résolution en se basant sur des sources de données innovantes. Et dans sources de données innovantes, je vais vous montrer l'innovation qui, à la base, était un projet de recherche au sein d'un laboratoire. Donc maintenant, on a un procédé qui est innovant sur l'échelle de captation des données. On a des capteurs qui sont bas coût, robustes et assez facilement déployables et portatifs. Un système qui est intelligent, parce qu'on va utiliser des algorithmes de deep learning, de machine learning et une intelligence artificielle qui nous permet d'améliorer aussi nos mesures, et une donnée qui du coup est haute résolution, précise en temps et dans l'espace. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise donc des ondes qui sont là pour complètement autre chose que de faire la météo. On va utiliser des ondes qui sont normalement là pour émettre et amener la télévision au sein de foyers en utilisant les paraboles de réception satellite télé. Non pas la TNT, mais vraiment les paraboles de réception satellite. Donc c'est une mesure qui est somme toute opportuniste. On pointe une parabole vers un satellite, et quand il y a un phénomène atmosphérique entre ce satellite et notre parabole qui est reliée à un capteur qu'on a appelé notre Rainbox, on est capable de mesurer un affaiblissement du signal, plusieurs autres paramètres. Et donc, du coup, on a une idée de ce qui s'est passé sur un trajet d'atmosphère. Si on déploie un réseau de capteurs, on est en capacité d'avoir une information sur l'atmosphère qui est couverte par ce réseau de capteurs. Si je reprends un peu les différentes briques qui nous servent actuellement pour passer de ce qu'on a développé en thèse au produit, on a le principe de mesurer l'atténuation pour restituer un taux de pluie qui fait objet de plusieurs publications et de la thèse de François. On a tout un procédé algorithmique qui a été développé donc plutôt sur de la partie de traitement du signal, qui fait partie d'un des chapitres de ma thèse au LATMOS, puisqu'on a utilisé des morceaux de briques algorithmiques publiés pendant la thèse dans la première couche algorithmique. Et ensuite, il a fallu construire la miniaturisation de l'électronique, donc pour obtenir un produit là, qui est dans sa version industrialisée maintenant. On en est à 300 de fabriqués, et on s'organise pour en fabriquer 1000 l'année prochaine. Et quelque chose qui puisse aller et être très facilement déployable sur le terrain. Et surtout, être en capacité d'être autonome en énergie, en transmission de données, pouvoir en mettre du coup plusieurs sur le terrain. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. On fait une première étape qui est de l'installation de capteurs. Voilà ce qu'on a fait à Toulouse, donc on a déployé plusieurs stations. Et ensuite, une fois qu'on est passé par toute la chaîne algorithmique, on centralise les données et on est capable de restituer pour les clients des données, des cartes de précipitation, de la prévision jusqu'à 2 heures en avance.
Une fois qu'on a ça, on va aller mettre des solutions au plus près de nos clients avec des solutions, donc des outils d'analyse statistique des événements météorologiques ou climatiques, des alertes quand on a des précipitations extrêmes et des risques de grêle ou de crues éclairs. On a développé également des produits d'aide à la gestion de la ressource en eau et on fait une cartographie assez précise avec des assureurs du risque d'inondation et on leur fournit également un historique sur les données. Je voulais vous montrer un petit peu un exemple de qu'est-ce que ça peut apporter de monter sa boîte. Donc, on a plusieurs exemples. C'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'on va aller toucher à plusieurs domaines métiers qui ne sont pas forcément les siens quand on a fait ses études, mais qui vont nous permettre d'apprendre, le besoin des potentiels clients, deux, comment est-ce qu'une solution très technique va permettre d'élaborer un produit qui va correspondre aux besoins des clients, et quelle va être la valeur ajoutée de ce produit pour ce client. Donc là, l'exemple que je voulais vous montrer, c'est donc on est sur la ville de Tbilissi en Géorgie. C'est un projet qui est mené avec Suez. Donc il a été construit sur une durée d'1 an au total. On a eu la validation du financement puis le lancement du projet là. C'est-à-dire qu'on a mis 1 an entre les premiers échanges avec cette grosse entreprise et la validation et le lancement du projet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un suivi des précipitations sur un bassin versant pour pouvoir faire en sorte d'avoir la meilleure restitution possible de la quantité d'eau qui va arriver au point bas des bassins versants à partir des capteurs, dont les traces jaunes sont en fait les liaisons dont je vous ai parlé en début de présentation. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que le point de douleur pour le client, c'est si trop d'eau arrive à cet endroit-là, ils ont trop d'eau à traiter au niveau de la ville, ils rejettent des eaux polluées, ils payent des amendes qui sont mises par la municipalité. Donc notre but, c'est de leur donner le plus en amont possible la quantité d'eau qui va arriver au point bas. Nous, on intervient sur la partie atmosphérique. Et ensuite, on a une autre entreprise qui est aussi une start-up et qui d'ailleurs sort d'une école d'ingénieurs grenobloise, qui va venir donner l'information plutôt sur la partie hydrologique. Je vous ai montré ça parce que finalement, entre ce qu'on imaginait de ce à quoi ça allait servir et ce qui se passe sur le terrain, il y a des fois un monde qui est très très important. Et du coup, ce que j'ai envie de dire, c'est dès le début, comme ce qu'on a pu voir avec les présentations précédentes, c'est aller tester, aller discuter, essayer de comprendre quels sont les besoins, comment est-ce que la solution technique peut apporter une valeur ajoutée aux différentes personnes qui interviennent sur le terrain. Je vais passer sur celle-ci, je vous dis un petit peu ce qu'on a fait depuis la création de l'entreprise. On a mis à peu près 1 an à avoir un premier produit opérationnel avec le déploiement à Toulouse de nos capteurs. On est allé très tôt à l'international, plutôt pour de la R&D au début avec l'Institut de recherche et développement avec qui on avait des bons contacts quand on travaillait à Toulouse. Donc là, ils nous ont financé 10 capteurs déployés à Manaus. Ça nous a permis de tropicaliser notre capteur, d'avoir un très bon retour d'expérience. Et de ce projet a découlé un partenariat avec Météo France International et le déploiement beaucoup plus massif de la solution. On a continué de la R&D avec une station de ski notamment pour essayer de regarder ce que ça donnait sur la neige et la grêle. Et on a un client en France qui est plutôt conséquent et qui nous structure bien, en tout cas qui nous a demandé beaucoup de structuration, qui nous a fait rédiger des choses assez marrantes comme un plan de continuité d'activité qu'on a activé au moment du Covid, par exemple. Mais voilà, avec des process très particuliers. Et donc là où on a fait plutôt pour le moment de la prestation, de la mission, plus avec des hommes-jours que du capteur, mais on arrive au moment où on va effectivement déployer les capteurs avec eux sur les différents sites. Voilà, mais ça ne se fait pas tout seul, on est allé solliciter plusieurs financements, on a eu de l'aide, de l'accompagnement par beaucoup de monde. J'ai cité les principaux ici. On a eu pas mal de financements et notamment on a été lauréat d'un concours qui est organisé par le ministère de la Recherche et la BPI, qui est ILAB, qui nous a quand même permis de développer un très beau produit. Et donc on a toujours eu du soutien en tout cas du LATMOS et de l'Université Versailles-Saint-Quentin, où il y a eu des échanges. Et normalement, donc là, ça a été retardé par rapport au Covid, avec le Covid en 2020, mais normalement, il va y avoir des choses qui vont continuer avec un financement de post-doctorat dans le cadre de ce programme ILAB. Et donc, on espère qu'on va pouvoir lancer ça sur l'année 2021 quand on aura un petit peu plus sorti la tête de l'eau.
Voilà, donc l'objectif, c'est de devenir un acteur de référence dans la mesure à très fine échelle au niveau mondial de la météo. Nos objectifs pour l'année prochaine, c'est d'arriver à nos 7 à 10 clients récurrents. Pour le moment, on en est à 5. Et on a des recrutements à venir, voilà, 2 personnes clés. On aura des sujets de stage en 2021 s'il y en a qui sont intéressés à venir rejoindre l'aventure. Voilà, j'ai fini de mon côté. Super, merci Ruben. Merci pour ce témoignage. Il y a eu 2 questions, je crois, mais qui parlaient plutôt un petit peu du parcours que vous avez eu, ton binôme et toi, hein, je vais dire comme ça. C'est un beau projet, effectivement, avec un binôme fort. Et puis, une question sur la French Tech aussi. Est-ce que vous êtes passé par la bourse French Tech? Et si oui, c'était à quel moment de cette histoire du projet? Oui, alors la bourse French Tech, on l'a décrochée en 2018, assez rapidement après la création de l'entreprise en fait. On a créé l'entreprise, du coup c'était en mai 2018 et on a eu les 30 000 euros, à l'époque c'était 30 000 euros, alors de la bourse French Tech en septembre. Il faut savoir que ce qu'ils demandent pour la bourse French Tech, c'est d'avoir un projet innovant. Il faut être, pour moi, il faut être introduit par quelqu'un à la BPI. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui puisse aller parler du dossier pour pouvoir passer plus facilement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas 30 000 euros de subvention qui arrivent comme ça, c'est d'abord 21 000 euros, 70% à l'époque. Hein, les proportions sont toujours gardées, même maintenant que la bourse French Tech est plus importante. Et en fait, ils apportent d'abord 70% de la subvention. Donc, il faut pouvoir justifier d'une dépense totale de 50 000 euros à peu près pour pouvoir toucher le reste de la subvention. Puisque c'est une subvention qui va couvrir, je ne sais plus quel est le pourcentage d'aide, mais ça couvre un programme de recherche, de développement et d'innovation. C'est pareil pour ILAB. On est subventionné à hauteur de 250 000 euros, mais c'est sur un programme, c'est une subvention, donc c'est 56% subvention. Donc à la fin du programme, ils versent une partie de la subvention et à la fin du programme, pour débloquer le reste de l'enveloppe, il faut avoir justifié d'une dépense globale de, du coup, dans notre cas, ça devait être à peu près 680 000 euros. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à la question par rapport à French Tech. C'est arrivé très au début. Et je vois qu'il y a une question par rapport à la labellisation Deep Tech. Alors, nous, on n'a pas eu cette labellisation. Comment? Très court, si très tu court, peux. oui. Mais on n'a pas eu cette labellisation. Voilà. D'accord. Super. Bon, c'était oui, non. C'est super. Merci beaucoup, Ruben. S'il y a d'autres questions, on les reprend à la fin. Il y a certaines de vos questions sur où est-ce qu'on trouve des financements, est-ce qu'on est hébergé ou pas, etc. Je pense que vous aurez certaines réponses justement au travers du témoignage qu'on va avoir maintenant de Jean-Luc pour le SkyCube et juste après de Frédéric pour Incube Alliance. Et à eux deux, je pense qu'ils vous apporteront quelques éléments de réponse complémentaires. Et non, il n'y a pas à être désolé, et j'aime bien le petit smiley, vos questions sont vraiment formidables parce que nos témoignages qu'on a là ce soir sont formidables aussi. Donc, c'est vraiment super. Merci à tous pour vos participations et vos questions. Je passe la parole à Jean-Luc et ensuite ce sera à Frédéric. Vas-y, Jean-Luc, c'est à toi. Merci Patrick de me donner la parole. Merci à vous tous d'être présents. Moi, je me réjouis de voir autant d'étudiants potentiellement entrepreneurs. En tout cas, c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous qui sommes en contact au quotidien dans l'accompagnement qu'on peut proposer, c'est vrai, accompagner des jeunes est toujours quelque chose de passionnant. On en retire aussi beaucoup d'énergie et donc je me réjouis vraiment. Je suis vraiment très heureux d'être là avec vous ce soir. Donc, simplement rapidement pour me présenter, Patrick a eu l'occasion de le faire en démarrant cet atelier, cette animation. Moi, je suis Jean-Luc Méraud, j'ai le plaisir de piloter un site qu'on appelle SkiCube, qui est, on va dire, au cœur de Saint-Quentin-en-Yvelines et qui a pour vocation d'accompagner les entrepreneurs, quels qu'ils soient, quelle que soit la nature de leur activité, pour favoriser donc la création et le développement d'entreprises sur notre beau territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, il y a un certain nombre de services que je vais rapidement vous présenter ici. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette structure, qui est une structure publique, puisqu'elle est portée par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines,
a vraiment vocation à fédérer l'ensemble des acteurs économiques, sociaux, économiques, qui gravitent autour du monde de l'entreprise, qui gravitent autour de la vie de l'entreprise. On a beaucoup parlé de start-up et d'incubation ce soir, et c'est le cas. Je vais vous expliquer comment on avance sur ce sujet-là. Voilà, on est vraiment là pour coordonner, articuler, et on a des relations évidemment très étroites avec les équipes de Patrick, avec les équipes de Stéphane, pour faire en sorte que tous les outils qui sont à votre disposition soient le plus complémentaires possible. D'abord lisibles, parce que ce n'est pas forcément évident dans tous ces dispositifs qui existent autour de la création du développement d'entreprise. Donc c'est notre rôle aussi d'essayer de les rendre lisibles, mais aussi et surtout complémentaires et accessibles pour chacun d'entre vous en fonction de son parcours, en fonction de la spécificité du projet, ou même d'un certain nombre de conditions qui sont liées aux créateurs d'entreprise en tant que tel. Alors, je vais me permettre j'ai préparé quelques diapos, je vais essayer de les partager avec vous, en essayant de ne pas être trop long. Alors, hop, non, je ne sais pas, ça doit pas être ça. Je ne sais pas si vous voyez le diaporama ou pas. Oui, c'est OK, mais tu peux peut-être le cliquer sur diaporama justement pour agrandir un peu. Alors, attends, je vais essayer de revenir à ce que j'ai perdu. Sinon, on le voit, t'inquiète pas. Hein, vous voyez? Oui, vas-y. Alors, simplement peut-être pour vous dire que le territoire sur lequel nous sommes, c'est Saint-Quentin-en-Yvelines. Saint-Quentin-en-Yvelines, je vais être très rapide, hein. C'est aujourd'hui une agglomération de 12 communes. Et c'est évidemment le meilleur territoire sur lequel vous pouvez vous installer, puisque même si Stéphane a parlé tout à l'heure de Laval, et évidemment, il y a d'autres territoires en France qui peuvent vous accompagner, mais nous considérons-nous, et d'ailleurs, si nous sommes tous présents ici à Saint-Quentin, c'est que c'est évidemment celui qui vous offrira le plus de chances pour mener à bien votre projet. Et je le dis avec un peu d'humour, mais je suis fondamentalement convaincu que l'organisation qui est mise en place, à laquelle contribuent tous les acteurs économiques que vous pourrez ou que vous avez été amenés à rencontrer, notamment tous ceux qui sont liés au monde universitaire, travaillent vraiment main dans la main. Et pour avoir navigué aussi moi, sur d'autres territoires, ce n'est pas forcément le cas partout. Donc on a cette chance, nous, de pouvoir vous proposer des services qui sont vraiment très complémentaires. Et pour vous, je pense que c'est une chance de pouvoir y accéder. Alors, on a mis 10 raisons, j'espère que vous les voyez là sur le diaporama, mais 10 raisons pour lesquelles on vous incite à vous installer sur notre beau territoire. Il y en aurait évidemment beaucoup plus, la liste est beaucoup plus longue, mais peut-être que ce qu'il faut que vous reteniez, c'est évidemment la place de Saint-Quentin-en-Yvelines dans le cluster Paris-Saclay. C'est vraiment le cœur économique de Paris-Saclay, et ça, c'est un enjeu extrêmement important pour chacun d'entre nous. Et puis, c'est une déclinaison, mais le nombre d'entreprises extrêmement structurantes que nous avons la chance d'avoir sur notre territoire, avec un écosystème qui se développe au quotidien, qui fonctionne très très bien et qui est reconnu maintenant au-delà du territoire national. Donc vraiment, c'est pour nous, ce sont vraiment pour nous des critères extrêmement importants. Et je dirais que Saint-Quentin-en-Yvelines a dans ses gènes le développement économique et la création d'entreprises. Et nous, en tant qu'acteurs, agents du développement économique, nous pouvons que nous en réjouir. Alors, pour vous donner un exemple, donc je disais tout à l'heure que j'ai le plaisir de piloter SkiCube. SkiCube, c'est un lieu dédié à l'entrepreneuriat et à l'innovation qui a été mis en place par les élus de la communauté de Saint-Quentin-en-Yvelines il y a 4 ans maintenant. Et ce lieu est un lieu fédérateur, un lieu un peu emblématique, et qui est une vitrine aussi du développement économique et dans lequel on y trouve beaucoup de services, donc des services qui sont liés à l'accompagnement de la création d'entreprises. Quelle que soit la création d'entreprise, je vous l'ai dit en introduction, on peut partir du petit commerce en passant par le prestataire de services et aussi par des entreprises innovantes, et je vais faire un focus sur l'incubation d'entreprises. Mais nous sommes en lien également avec les entreprises du territoire, quelles qu'elles soient, les grandes, les moyennes, les petites. Et tout ça nous permet aussi, évidemment, de créer des liens, de tisser cette toile qui permet à chacune des entreprises, en tout cas, de développer son chiffre d'affaires dans, on l'espère, les meilleures conditions. Donc, c'est un lieu qui vous est ouvert, dans lequel certains d'entre vous sont peut-être déjà venus. Et j'expliquerai tout à l'heure ce que nous faisons, mais enfin, je vais le faire dès à présent avec un focus, je vous l'ai dit, sur l'incubation. Mais globalement, donc, on y accompagne de manière généraliste les entreprises ou les porteurs de projets qui le souhaitent. Donc, si parmi vous, il y a des porteurs de projets, des étudiants entrepreneurs qui ont en tête une création d'entreprise, sans forcément que ce soit dans l'innovation,
nous vous proposons évidemment un certain nombre de services qui seront en lien avec ce que vous pouvez apprendre au sein de vos écoles respectives. Donc, quelle que soit l'activité, vous pouvez à un moment donné trouver un service au sein de notre structure. Ce que j'ai omis de vous préciser, c'est que tout ce que nous proposons est gratuit, sauf l'incubateur, mais j'y reviendrai, parce que c'est un accompagnement qui se tient sur une plus longue durée, avec la mobilisation d'un certain nombre d'experts, mais je vais y revenir dans quelques secondes. Nous avons également un lieu d'animation, donc de l'accompagnement individuel, mais aussi de l'accompagnement collectif. Et ce lieu d'animation, Patrick le sait très bien, permet aux entreprises qui le souhaitent, aux porteurs de projets, de venir y assister. Alors, en temps normal, dans un contexte hors Covid, même si là, nous fonctionnons avec beaucoup de distanciel, mais sinon, nous organisons dans ce site, dans ce lieu, une centaine d'animations, d'ateliers, d'afterwork, de conférences. Donc, c'est un lieu de vie et tout ça est accessible gratuitement pour chacun d'entre vous. Le financement, si vous le souhaitez, je pourrais le détailler, mais nous avons aussi des dispositifs de financement qui permettent aujourd'hui à des entreprises de bénéficier de prêts. Alors, on est aujourd'hui sur du prêt, mais c'est du prêt totalement gratuit que nous proposons aux porteurs de projets et aux dirigeants d'entreprise, des prêts qui peuvent démarrer de 5 000, mais qui peuvent aller jusqu'à 100 000 euros. Donc, ce n'est pas anodin quand on crée une entreprise. Et puis, je pense que mon collègue Naku Bagnan en parlera tout à l'heure de manière plus détaillée. Mais au-delà des prêts que nous proposons nous-mêmes, il y a aussi évidemment tout un accompagnement que l'on propose pour mobiliser des fonds, quels qu'ils soient, dans le cadre notamment de la création de start-up. Et puis, une partie emploi, mais là, ça vous concerne moins aujourd'hui. Alors, focus peut-être sur l'incubation. Donc, c'est un sujet fort au sein de SkiCube. Nous avons créé il y a 4 ans maintenant un incubateur généraliste qui vient s'intégrer dans le monde des incubateurs, on va dire franciliens. Beaucoup sont thématisés. Le nôtre, on l'a voulu généraliste, avec une particularité, c'est que c'est un incubateur à la fois public, parce que porté par la collectivité territoriale, mais qui prend appui aussi et surtout, je dirais, sur le secteur privé, avec des prestataires, des partenaires privés qui interviennent, avec lesquels nous avons eu des accords juridiques et financiers, mais qui interviennent pour vous proposer, dans les meilleures conditions possibles, toute une série de compétences sur des sujets qui peuvent être liés au juridique, au financement, voilà, donc beaucoup aux produits, au marketing, beaucoup de sujets sur lesquels vous pourrez trouver le maximum d'accompagnement. Alors, je vais passer directement donc sur le sujet incubation en tant que tel. Je laisserai de côté la partie accélération qui concerne principalement des entreprises qui sont déjà créées, qui ont déjà amorcé du chiffre d'affaires, mais pour ce qui vous concerne ce soir, c'est plutôt la partie incubation. Donc, le programme que nous proposons est un programme qui court sur une durée de 6 à 24 mois. Il y a des appels à candidature périodiques. Là, nous sommes en cours d'appel à candidature et nous sélectionnons des startups qui, pour nous, peuvent avoir un intérêt pour le territoire parce qu'en tant que collectivité territoriale porteuse de cet incubateur, l'intérêt pour nous est de faire en sorte que les entreprises se créent et restent sur le territoire pour contribuer au développement économique de 50 ans de vie. Donc, nous avons un regard un peu sélectif et ce regard sélectif, nous le portons aussi avec les partenaires de l'écosystème dont je vous parlais. Donc, nous avons un comité de sélection auquel certaines des personnes qui sont autour de cette table nous ont déjà fait l'honneur de participer. Virginia, tu sais de quoi je parle, Stéphane, Patrick, très prochainement, je l'espère. Et donc, ce comité de sélection qui est vraiment composé d'acteurs très complémentaires avec des compétences diverses sur la création d'entreprises, sur le développement, sur l'innovation, mais pas que, sur le financement, nous permet, je l'espère, de sélectionner des entreprises qui seront accompagnées sur cette durée de 6 à 24 mois dans les meilleures conditions et de manière la plus opportune pour le territoire. Donc, une période au cours de laquelle vous aurez un accompagnement avec des modules collectifs, mais aussi beaucoup d'accompagnement individualisé au plus près des préoccupations qui vous sont propres. Et même si c'est global, évidemment, chaque accompagnement est spécifique et c'est ce qu'on veut en tout cas pour permettre de répondre au mieux aux préoccupations de chacun. Alors, les thématiques, ce sont principalement celles que vous voyez sur la slide, thématique finance. Je pense que c'est évidemment la question d'avoir été posée avant que j'intervienne.
Le sujet du financement de l'entreprise est un sujet évidemment capital, mais pas que. Hein, la notion de ressources humaines, je crois qu'il y avait dans les questions tout à l'heure une personne qui demandait si pour l'un des projets financés, il y avait encore une recherche d'associés. Ça aussi, c'est un élément extrêmement important parce que quand on crée une entreprise et qu'on intègre dans sa création des associés, il faut bien s'entendre au départ, mais aussi sur le moyen et long terme. Donc, le choix est extrêmement important, tant dans la complémentarité des associés que dans la compatibilité entre les personnes. Puis après, tous les aspects qui sont liés aux produits, mais les aspects juridiques également, parce que le cadrage juridique et fiscal est la colonne vertébrale d'un projet, c'est extrêmement important. Alors, je passe sur les prestataires qui travaillent avec nous aujourd'hui. Je ferai simplement un focus sur celui que vous voyez en haut de la diapo et qui va prendre la parole dans quelques secondes, qui est Incube Alliance. Donc, notre modèle aujourd'hui, il est relativement simple. On travaille principalement avec Incube Alliance, qui coordonne l'ensemble des acteurs que vous avez sur les thématiques que je viens de présenter. Donc, c'est vraiment toute une articulation qu'on essaie d'optimiser pour faire en sorte que chacun avance de manière la plus efficiente dans son projet. Donc, simplement peut-être pour illustrer, donc, un comité de sélection avec aussi, Incube Alliance va en parler dans quelques secondes, ce qu'on appelle un Genesis Lab et qui est porté par Incube Alliance, qui est plutôt de l'accompagnement collectif. Et puis après, sur une durée qui court jusqu'à 24 mois, un accompagnement individualisé, sachant que tous les 6 mois, au maximum tous les 6 mois, on fait un point avec l'incubé, la personne qui est accompagnée au sein de notre structure. On réunit l'ensemble des experts qui ont sélectionné ce projet et on fait un point sur l'état d'avancement et on peut décider, pour diverses raisons, d'arrêter l'incubation. Ça nous est déjà arrivé. Donc, où on décide de poursuivre, où on recadre un peu les choses, où on décide d'arrêter. Et je dis, ça peut arriver en fonction d'un certain nombre de critères qui sont propres au territoire, mais aussi et surtout, je dirais, qui sont propres au projet en tant que tel, parce qu'on n'y voit pas forcément une finalité, ou on se rend compte que le projet n'avancera pas et va peut-être se mettre dans une situation plus difficile que celle dans laquelle il est. Donc, c'est aussi notre devoir, à un moment donné, de dire stop à un projet, permettre à la personne de rebondir autrement. OK. Juste peut-être un mot sur l'hébergement avant de céder la parole. C'est un sujet qui est évoqué aussi tout à l'heure. Alors, nous sommes, nous, sur 50 ans de LinkedIn, dans une logique aussi de parcours résidentiel. C'est-à-dire que nous faisons en sorte que les entreprises qui se créent puissent trouver des conditions optimales d'hébergement, sachant que c'est souvent un enjeu extrêmement important, tant dans le positionnement que dans les conditions que proposent l'hébergeur, entre guillemets, et puis les conditions financières. Alors, on a une pépinière d'entreprise sur le territoire de 50 ans de LinkedIn qui s'appelle Promopole et qui peut, lorsque l'entreprise est créée, être une première étape dans un hébergement, dans l'hébergement classique d'une entreprise. En amont, nous, quand l'entreprise est encore dans une phase d'incubation, nous proposons 2 types d'hébergement. Un hébergement qui prend la forme d'open space, donc nous mettons à disposition des postes en open space. Lorsque l'entreprise démarre, elle a droit gratuitement à 2 postes en open space au sein de nos locaux. Et puis, nous avons des bureaux fermés qui vont d'une quinzaine de mètres carrés à une quarantaine de mètres carrés globalement. Ces bureaux sont payants, mais dans des conditions relativement favorables. Mais si ça vous intéresse, évidemment, on aura l'occasion d'entrer plus dans le détail. Voilà. Donc, voilà sur la partie hébergement, sur la partie financement, on en a un peu parlé. Je reste évidemment à votre disposition si vous avez des questions. Je ne voudrais pas être trop long, parce que je sais qu'il y a encore beaucoup d'échanges à suivre. C'est très timé, Jean-Luc. Voilà, merci beaucoup pour ces apports et puis ces compléments d'infos à la fois sur le parcours de l'entrepreneur, le parcours du porteur de projet. Tu as parlé de financement, tu as parlé d'hébergement, mais tu as beaucoup parlé d'accompagnement et ça, je crois que c'est clé, c'est super important. J'en profite juste pour apporter une information avant de passer la parole à Frédéric. Je rebondis juste là-dessus. Il y avait une question tout à l'heure aussi sur les financements en cours de projet avant
même d'aller au sein d'un incubateur, d'avoir créé son entreprise ou pas, etc. Alors, ça existe, il y a des concours tremplins, des concours de pitch, Absolument. etc., qui permettent aussi à nos étudiants entrepreneurs ou nos chercheurs entrepreneurs d'aller chercher. Alors, ce sont des prix qui peuvent quand même aller à 5 000, 10 000 euros, voire un peu plus parfois, et qui peuvent vous permettre derrière de déclencher quand même certaines étapes importantes, ou comme le mentionnait Victor, comme Ruben tout à l'heure, on peut aussi vous faciliter des contacts avec des Fab Labs, de l'impression 3D, bon, etc. Tout ça, c'est dans le dispositif PEPS, et je vous ai mis un petit lien, je vous ai mis un lien justement aussi sur la page Pépite PEPS, sa clé, pour vous compléter un petit peu. Je vais passer la parole à Frédéric. Eh ben oui, alors, question rapide, est-ce qu'on peut être salarié ou auto-entrepreneur? Oui, c'est fait pour. C'est fait pour. Pour le reste, je passe la parole à Frédéric qui va vous apporter quelques compléments d'informations par rapport à ce que fait Incube Alliance et puis des éléments d'information complémentaires sur le parcours d'un porteur de projet. Et on reprendra quelques questions pour conclure ensuite. Frédéric, c'est à toi. Eh bien, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Super. Eh bien, Tu as donc, 10 bonjour à minutes. tous. Ça 10 te va? minutes? Allez. Oui, ça me va. Super. Pas de problème. Je vais garder en fait le chrono. OK, 32, parfait. Bonjour à tous, donc Frédéric Capmas. Moi, je travaille à l'incubateur mutualisé de Paris-Saclay, qu'on appelle Incube Alliance. Et ça me fait vraiment très plaisir d'être devant vous ce soir. Et comme le disait Jean-Luc, de voir autant d'étudiants qui s'intéressent à cette dynamique. Ça me rappelle mes 12 dernières années passées dans une autre vie professionnelle qui était à nouveau sur ce campus, mais dans une école d'ingénieurs qu'on appelle l'Institut d'optique, et dans laquelle j'étais responsable pendant 12 ans de tout le programme d'entrepreneuriat. Et l'objectif était tout simplement de vous sensibiliser, de développer votre esprit d'entreprendre et d'innover, et vous amener justement à penser qu'il peut y avoir des opportunités de carrière nouvelles qui peuvent se présenter à vous si vous portez des projets d'entreprise. Et en fait, sur les 12 années, on a créé comme ça 25 startups qui sont quasiment toutes en vie aujourd'hui. Donc, le premier message que je voulais vous passer, c'est véritablement déjà, c'est possible. Croyez en vous. Vous pouvez tout à fait le faire. Il y en a d'autres qui sont passés par là. Il commence à y avoir un très beau réseau, une très belle dynamique. Et pour ça, vous êtes sur un campus et notamment une université qui est très engagée dans cette voie-là. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et en complément du coup là de votre université, de SkyCube avec qui on travaille, on collabore vraiment main dans la main, moi je vais vous parler un peu de la partie de l'incubation dans laquelle en fait j'ai rejoint l'équipe depuis 2018, donc après être sorti de cette école, pour pouvoir accompagner des projets à ce stade-là. Donc je vais vous passer quelques diapos. Par contre, est-ce que tu peux me donner la main, s'il te plaît? Ouais, je regarde ça tout de suite. Alors normalement, il me semble que j'ai mis. Voilà, monsieur, tu es co-animateur, tu as la main. Parfait. Alors, que je vous montre ça. Toc. Est-ce que vous voyez bien les diapos? C'est bon? Super. Donc, Incube Alliance a un rôle à l'échelle véritablement du campus. On existe depuis longtemps, depuis le début des années 2000, et la vocation première était, par une loi, d'accompagner les chercheurs à valoriser leurs travaux de recherche sous la forme de start-up. Et puis petit à petit, l'incubateur véritablement s'est ouvert à un autre panel de personnes, notamment les étudiants entrepreneurs, des personnes aussi qui viennent d'entreprises. Et on a véritablement développé un vrai réseau et un vrai maillage en fait à l'échelle du campus. Alors, c'est un incubateur qui est dit mutualisé. C'est-à-dire que les membres de cet incubateur sont à peu près tous les établissements d'enseignement supérieur de recherche. Donc, naturellement, vous allez retrouver votre université dedans. Donc, on travaille main dans la main
pour au mieux vous délivrer un service, vous allez voir, pour vous aider en fait à construire votre projet d'entreprise. Et on opère auprès de vous avec le SkiCube, pour le SkiCube, au sein du SkiCube, et donc main dans la main, voilà, avec toute l'équipe de Jean-Luc. À côté, on a d'autres partenaires, notamment des partenaires industriels, et on y reviendra tout à l'heure, qui vont pouvoir être aussi importants, notamment dans les accès en fait et dans les développements d'accès en fait au marché, et avec des banques qui peuvent arriver en fait pour des solutions de financement de vos projets. Aujourd'hui, c'est un incubateur qui a beaucoup d'expérience. Moi, je vais rester qui a beaucoup d'expérience puisqu'il a apporté, accompagné énormément de projets depuis le début des années 2000 dans beaucoup de domaines. Vous l'avez vu, c'est uniquement des startups. Tout à l'heure, je l'ai un peu mentionné, des startups par contre où il y a de la technologie et qui ont un caractère en fait d'innovation principalement. Et néanmoins, on va retrouver aujourd'hui une très grande diversité de projets, donc vraiment de la technologie issue de la recherche, mais sinon des services, des produits qui peuvent venir directement des porteurs eux-mêmes et donc de vous directement. La manière avec laquelle en fait on fonctionne, c'est qu'on va travailler avec le SkiCube par l'intermédiaire d'un appel à projet qui va être lancé directement au sein du SkiCube. Et une fois que vous allez être sélectionné, derrière, on va vous proposer un certain nombre de programmes qui vont petit à petit vous aider à challenger votre projet, à le construire, à le valider, à le structurer pour faire en sorte, pendant cette période-là, de voir si véritablement, à la fin d'à peu près une période de 2 ans, vous avez la possibilité de créer véritablement une entreprise avec des clients, avec un produit. Donc pour ça, on va travailler véritablement sur 5 domaines. Et par domaine, vous avez un membre de l'équipe de l'incubateur qui va vous accompagner régulièrement par des séances de coaching. Le premier, qui est l'axe véritablement tout en haut, la colonne vertébrale dont parlait Jean-Luc, qui est véritablement la stratégie, qui va vous permettre de définir vos objectifs à court, moyen et long terme. Pour pouvoir en fait la délivrer, ça va s'appuyer en fait sur 2 axes clés dans les stades de maturité très émergents. Vous allez avoir besoin de les développer en fait en parallèle par des cycles itératifs. C'est d'un côté le produit qui va être peut être du service, qui peut être du produit plus ou moins technologique, et que vous allez chercher en fait à développer sous forme de valeur pour vos clients. Et donc le deuxième axe, c'est toute la partie développement marché. Et ça, pour pouvoir le faire, vous allez avoir besoin de ressources. Ces ressources, elles vont être de différentes natures. Là, on vous a donné les 2 grandes principales. La première, c'est l'équipe. Et cette partie humaine, elle est essentielle. Parce qu'avant tout, c'est une aventure humaine. Vous pouvez partir à 1 ou 2. Petit à petit, c'est une équipe qui doit porter justement ce projet. Et pour pouvoir derrière construire un petit peu tout ça, vous avez besoin de financement. Et donc là, moi, j'ai mon collègue derrière qui est véritablement dédié à vous accompagner pour modéliser votre projet, identifier des besoins financiers, aller construire votre plan de financement et aller chercher les meilleurs outils financiers qui peuvent être publics, privés, par des appels à projets, par des concours, par un certain nombre d'acteurs. On a cité notamment la BPI, par exemple, qui est très engagée au niveau national pour le soutien en fait, de projets innovants. Toute cette partie-là, on va vous engager dans le suivi, je vous l'ai dit, donc par un coaching assez fort sur ces 5 axes. Il va y avoir également de la formation qui va pouvoir vous être proposée, des ateliers thématiques pour véritablement, de façon collective, approfondir tel ou tel sujet et qui vont être menés véritablement conjointement en partenariat avec le SkiCube. Derrière, ça va s'appuyer également sur un aspect très important qui est le réseau. Une entreprise, ça se développe de façon très connectée par rapport à un environnement de partenaires, de fournisseurs, de clients. Et pour cela, vous allez apprendre petit à petit
à vous construire votre propre réseau, à vous appuyer et à développer le réseau de votre entreprise et pour construire un projet qui soit vraiment ancré dans tout un environnement derrière de contact. Donc évidemment, nous, on a des solutions d'hébergement qui sont ancrées sur Orsay. Vous, les principales, là c'est pour vous donner une autre représentation de ce qu'il peut y avoir comme accueil de projets ou d'entreprises, vous, l'accueil principal, il va se situer directement au niveau du SkiCube. La partie qui est importante derrière la notion d'hébergement, c'est une notion où vous allez pouvoir vous rassembler, où vous allez pouvoir en fait réseauter, vous rencontrer, discuter auprès de la machine à café sur des échanges en fait informels, sur lesquels, on le voit par expérience, beaucoup de contacts en fait peuvent se nouer, se faire. Vous allez pouvoir vous entraider derrière par du co-développement entre vous. Et tout ça, à un moment donné, ça va être pour vous aider à vous développer, pour que vous puissiez vous entourer en fait progressivement. Alors pour pouvoir délivrer en fait l'ensemble de ces services, on a une équipe voilà, assez complète et un écosystème complet au niveau de l'incubateur et sur le campus. Donc voilà, le message que vous devez retenir en fait au final, c'est qu'un incubateur, il est là pour vous accompagner, à vous structurer et à vous permettre en fait de passer vers un stade en fait un petit peu plus mature dans le développement de votre projet d'entreprise. Voilà, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Super. Tu as apporté pas mal de compléments d'infos et c'était super dans l'enchaînement entre toi et Jean-Luc. Merci à tous les deux de venir illustrer aussi ce que c'est que l'incubateur, ce que c'est que l'écosystème entrepreneurial. Et le mot de la fin sur le réseau, c'était important, tu as raison. On est dans un réseau, que ce soit au sein du dispositif PEPS, au sein des dispositifs aussi de la recherche vers l'entrepreneuriat, dans les dispositifs, bien sûr, de création, d'accompagnement, d'accélération des entreprises, et ce, quels que soient les sujets. C'était intéressant aussi de voir, merci à Victor, Ruben et à Zoé d'avoir apporté aussi ces témoignages pour vous montrer qu'il y a plein de thématiques différentes, que l'essentiel, c'est de porter son projet jusqu'au bout. Je ne voudrais pas qu'il y ait du tout de non-dit. J'ai vu une question sur l'échec qui a été posée, et Stéphane a bien fait de me le rappeler tout à l'heure. Et la réponse que vous avez apportée les uns les autres, je voudrais la resituer parce qu'elle est très sympa et très positive. C'est qu'il n'y a pas d'échec. C'est avant tout un apprentissage. C'est un apprentissage, d'autant plus quand vous le faites jeune, quand on le fait sans avoir encore perdu autre chose que du temps, bien sûr, et de l'énergie, mais il y a une telle motivation, une telle énergie créatrice formidable que les porteurs de projets mettent sur la balance, qu'ils rebondissent dans la plupart des cas. Et je voudrais aussi ajouter autre chose, et Stéphane n'hésite pas évidemment à me compléter, mais dans le dispositif entrepreneurial et partenarial, bien sûr, qu'on met en place à l'université, dans les écoles et autres, sur votre CV, quand les uns les autres, vous pouvez aller valoriser sur le marché de l'emploi. Demain, vous avez tenté un projet entrepreneurial, vous avez parcouru tout ce chemin incroyable qui est non seulement technique, mais surtout humain. C'est très valorisé aujourd'hui, même si vous allez ensuite vers le salariat. Oui, Frédéric. Alors, je vais t'appuyer et je vais te faire moi le retour d'expérience sur les 12 années passées à l'Institut d'Optique. En moyenne, les étudiants, après coup, disaient qu'ils avaient gagné 2 ans à peu près de maturation professionnelle. C'était le retour direct qu'ils avaient auprès des professionnels et toutes les compétences qu'ils avaient développées à côté de leur spécialisation de formation initiale. Ils l'avaient faite grâce à l'aventure entrepreneuriale qu'ils avaient eue. Et c'est des profils très, très recherchés par les entreprises aujourd'hui qui ont besoin d'innover. Les entreprises de toute nature, qu'elles soient publiques ou privées, de toute taille. Oui, bien sûr. Stéphane, tu veux apporter un complément de ton côté ? Oui, je rebondis sur ce que dit Frédéric. C'est vrai parce que je vais simplement évoquer de nouveau une école comme la nôtre. Historiquement, les STACA, l'employabilité, l'insertion professionnelle des diplômés, chez nous, c'était historiquement les grands groupes. Ça, c'était pratiquement plus que naturel. C'est notre ADN, et STACA égale grand groupe.
Bon, cependant, on assiste effectivement à quelques modifications et pas forcément liées aux événements que nous subissons depuis plusieurs mois les uns les autres. Mais donc, effectivement, nous, on suggère, on invite nos étudiants à regarder également au niveau du Small is Beautiful. Clairement, à l'évidence, aujourd'hui, il y a un champ possible, hein, et il n'y a pas que les grands groupes, et qu'il y a peut-être aussi une aventure qui est peut-être en dernier lieu va se terminer, pour certains, par réellement une aventure entrepreneuriale. Mais rien, c'est tout sauf un échec, c'est pas du temps perdu. Je vais simplement citer une rapide anecdote. J'ai accompagné pendant 3 ans 2 étudiants entrepreneurs. Vous voyez, donc j'avais déjà, avant même Victor et Quentin, j'avais également un duo qui était investi dans un projet entrepreneurial. Ils ont fait, pour tout dire, l'ensemble du cycle, puisqu'en dernier lieu, ils se sont trouvés incubés chez SkyCube. Et puis, confrontés à la vraie vie, à un moment donné, ils ont fini par renoncer. Alors, ils ont renoncé parce qu'ils sont aperçus que l'association des deux ne pouvait pas, à l'évidence, se poursuivre. Et puis, vous savez, comme ça a été évoqué par Ruben, il y a toujours la question du fameux point mort. Voilà. Jusqu'où je suis prêt à aller et au-delà, je ne suis peut-être plus en mesure de. Et donc, ils ont renoncé. Et alors, moi, j'étais naturellement un peu contrarié en premier lieu, parce que je dis, ils ont peut-être échoué. Et puis après, je me suis entretenu avec eux. Il dit, mais monsieur Masson, on sait absolument tout sauf un échec. Parce que somme toute, effectivement, comme le dit Frédéric, ça a été un élément constitutif de ma recherche, puisqu'ils ont rebondi l'un et l'autre dans un grand groupe industriel et m'ont dit, on n'a absolument rien perdu. Bien au contraire, on a appréhendé la question de la création, la notion de désir d'entreprendre. Et comme le dit Frédéric, c'est effectivement la possibilité par la suite d'insuffler de la créativité, de l'innovation au sein de ces grands groupes, ce qu'on appelle communément aujourd'hui de l'intrapreneuriat. Voilà, je voulais simplement rebondir sur entrepreneuriat et intrapreneuriat qui est au demeurant extrêmement attendu parmi les compétences dans les grands groupes. Merci Stéphane. Donc, je rappelle pour revenir aussi, il y a effectivement le comité d'engagement PEPS qui est ouvert en janvier. Donc, vous pouvez, pour ceux que ça intéresse, et je vous ai mis la page tout à l'heure, étudiant entrepreneur de Saclay, si vous voulez effectivement aller pousser un petit peu plus loin votre idée, votre projet, et au moins tenter l'aventure pendant vos études, voire un petit peu après. Je me permets aussi de vous mettre une info sur un webinar demain qui aura lieu, je vous la mets là dans le chat. Si vous souhaitez vous inscrire, il y a un autre webinar demain après-midi sur le dispositif VTE qui est assez intéressant. Ça intéresse non seulement les jeunes entreprises, donc Victor, Ruben, peut-être pour vous, pour aller chercher demain des collaborateurs, des associés en rentrant dans ce dispositif qualitatif avec la BPI. Et en tout cas, on va le présenter comme tel. Et puis, pour les étudiants qui souhaitent s'associer à un projet plutôt TPE, PME ou start-up, ben voilà, vous aurez quelques infos demain en complément. Merci pour toute votre aide, encore une fois, hein, toute l'organisation, Quentin, Laetitia, Sylvie, Miour, super. Merci beaucoup d'avoir accompagné tout ça. À tous nos participants, je propose de conclure là parce que je crois que dans 10 minutes, il y a une intervention très importante de notre président à la télé. Donc, on va pouvoir libérer tout le monde. Donc, Stéphane, merci de ton accompagnement sur ce projet. Philippe et Virginia, merci de votre témoignage. Alors, Victor, Zoé, Ruben, c'était vraiment super que vous ayez pu être là. Et je fais un clin d'œil à d'autres étudiants entrepreneurs qui sont dans la salle ce soir, Alexandre, Saïd et d'autres, je n'ai pas encore vu tous les noms. Et puis, bien sûr, Jean-Luc et Frédéric, c'était super sympa d'être à nos côtés. Voilà, rendez-vous sur d'autres événements qu'on pourra faire dans les prochains mois pour vous apporter d'autres informations. Et nous sommes à votre disposition, que ce soit Stéphane à l'Estaca ou moi-même à l'UVSQ ou Virginia, pour vous apporter des compléments d'infos suivant vos projets. Voilà, n'hésitez pas. Merci à toutes, à tous, à toutes. Et puis, passez une bonne soirée. Et je ne terminerai pas sans dire, prenez soin de vous. C'est important. Voilà, merci énormément et belle soirée à tout le monde.